résilience urbaine, planification proactive pour prévenir le risque climatique par des solutions durables. Nous aurons comme intervenants ceux qui sont bien installés et je propose que nous partions de l'université vers les institutionnels, c'est-à-dire de commencer non par un chef de département, après un professeur, puis un autre professeur, et puis nous allons terminer pour les cas qui sont déjà là-bas, le responsable de la cellule d'études de la planification du milieu. Si en temps les autres institutions arrivent, nous allons leur donner la parole à ceux qui sont attendus et peuvent avoir des problèmes d'embouteillage pour accueillir ici. Je voudrais en deuxième lieu dire ma gratitude à mon patron, monsieur le recteur de l'Université de Tcham, au professeur Gilbert Zaka Nanfosso, qui a bien voulu me donner Roger Zaka Nanfosso, qui a bien voulu me donner la parole à cette occasion. Je remercie aussi Madame la ministre qui a bien voulu organiser cette grande activité qui court depuis dimanche passé ici en région de l'ouest du Cameroun. Donc, après cette mise en route, je voudrais prier tout de suite monsieur le chef du département de l'architecture de l'Institut des Beaux-Arts de Fouman, qui est venu de Jean Jésus, à prendre la parole pour compléter sa présentation, sa personnalité scientifique, et développer son propos dans le temps qui est parti. Je crois que c'est 15 minutes normalement. Ah, 10. Merci. 10 minutes. 10 minutes. Parce que celui qui a une popularité de rigueur ici, 10 minutes pas plus. Merci, monsieur le directeur. Je veux passer à la parole. Je crois que c'est l'élément de la discussion de la famille. C'est bon? En attendant, on va poursuivre le PowerPoint pour compléter la présentation. Je voudrais merci. Ça a été un grand moment de participer de contribuer à cet important événement. Ça fait à peine 2 semaines que le directeur de l'université de Tcham a confié de façon intérimaire du département de l'architecture de l'ingénieur à l'Institut des Beaux-Arts de l'université de Tcham. Donc, cette table ronde, c'est le premier dossier qui tombe sur la table. Au départ, je suis pas architecte, moi je suis spécialisé en matériaux. J'ai beaucoup travaillé sur les matériaux bas carbone et les cohabitants. Donc, ça fait à peu près 25 ans d'expérience. Je travaille beaucoup avec le Mouvement des Nations Unies pour le développement et avec beaucoup aussi parallèlement. Je suis un producteur de matériaux parce que j'ai une propriété depuis au moins 10 ans. Donc, lorsque j'ai vu le thème de la table ronde, je me suis dit que je peux continuer à travailler sur les matériaux bas carbone et les cohabitants comme les défis de la croissance économique locale inclusive et comme pilier de la résilience climatique. Donc, nous entendons par éco-matériaux, matériaux bas carbone, matériaux qui est localement pouvoir, et dans l'exploitation, la transformation, ou l'utilisation et la respectation de l'environnement. Donc, ça, c'est vraiment une définition terre à terre. Donc, dans ces éco-matériaux, nous avons les minéraux de développement, ce qu'on appelle généralement des matériaux minéraux locaux, c'est-à-dire tout ce qu'on peut avoir comme roche ou leurs dérivés ayant un faible rapport volume. Nous avons les matériaux dits choses poussées et non-poussées, que sont des recherches de l'exploitation minière ou de l'exploitation agricole ou industrielle. Et nous avons les bois, les fibres végétales et leurs produits dérivés. Donc, dans ce concept, nous avons à peu près 5 mots-clés. Le premier mot-clé, c'est l'économie, donc le matériau doit être économique, il doit être écologique, il doit être esthétique, il doit être efficient, il doit être évolutif. Au départ, nous avons défini trois thèmes, mais avec les Nations Unies, on nous a permis de voir que
d'autres considérations peuvent être prises en considération. Pourquoi les matériaux bas carbone et les matériaux locaux? Parce que nous avons démontré que c'est une solution qui permet de dynamiser le secteur du logement, des infrastructures d'avenir avant le développement. Seulement, ces matériaux sont généralement dépréciés parce qu'ils ont plutôt un sens négatif. Parce qu'on considère que c'est proche, c'est local, ça ne fonctionne pas bien, ça ne marche pas, c'est très ancien. Alors que les beautés renvoient à ce qui est moderne, à l'opulence, au pouvoir, au bien-être, à ce qui est agréable, à l'insouciance. Suivant. Donc, pourtant, ce sont les matériaux qui génèrent beaucoup d'emplois, parce que c'est un secteur à intensité de milieu. Ce sont les intrants pour la construction. À 80%, tout ce qui nous entoure comme substances minérales interviennent dans la construction comme l'agréable. On peut aussi les utiliser comme matière d'œuvre ou comme matière première, artisanale ou industrielle dans la plupart des secteurs de production. Ce qui fait que ce sont des sources importantes d'église pour les collectivités territoriales décentralisées suivantes. Donc, l'objectif de cette communication, c'est de présenter les enjeux et les défis liés à l'utilisation des matériaux locaux et des éco-matériaux dans la construction et puis décrire leur intérêt stratégique pour la croissance locale inclusive et pour la résilience climatique. Donc, pour ce faire, nous allons aborder d'abord les enjeux de ces matériaux qui sont trois ordres. Nous avons l'enjeu économique, l'enjeu social et l'enjeu environnemental. Donc, de façon globale, l'exploitation des ressources locales ou des ressources localement disponibles répond aux critères de développement durable d'après la définition du développement africain. Si on a fait le temps, je vais donner tous les détails concernant et démontrer comment les ressources qui nous entourent peuvent intervenir et peuvent s'intégrer parfaitement dans le concept de développement durable. Donc, on peut passer les points qui suivent. Souvent, on peut passer encore. Voilà, ici, je dis vraiment à qui veut l'entendre. Ça fait 25 ans que j'écris, et personne n'a écouté. Le matériau local, c'est un gros défaut pour le capitalisme, mais il n'en est pas un pour le peuple, c'est à cause de sa gratuité. Mais le véritable défi, c'est de pouvoir trouver les méthodes appropriées pour pouvoir les exploiter et avoir les techniques appropriées et développer des équipements pour permettre de les exploiter au mieux. Donc, si nous prenons le cas de la latérite, comme nous connaissons la terre rouge, elle est partout, elle est vraiment partout. Et je peux vous rassurer que la latérite n'intéresse aucun domaine économique. Au niveau du programme des Nations Unies pour le développement, j'ai dû créer pendant au moins 3 ans pour qu'on puisse comprendre qu'effectivement, avec la terre latéritique, on peut faire la prise stabilisée qui permet de faire des logements en moins de coût. C'était aussi évident, et jusqu'à présent, je crois que la mayonnaise n'a pas encore été assez. Qu'est-ce qui est un problème dans l'organisation des matériaux pour le développement durable et inclusif? Il faut que les ressources soient accessibles et disponibles. On n'a pas souvent d'informations nécessaires. Il manque la sensibilisation à la communication, par exemple, les élus locaux ne savent pas exactement ce qui se trouve dans leur circonscription et quelles sont les potentialités et quelles sont les entrées. Il y a des connaissances insuffisantes des potentialités de ces matériaux sur le plan technico-économique, sur le plan stratégique, sur le plan écologique et sur le plan esthétique. Il y a l'insuffisance de la structuration et de l'organisation de la filière, l'insuffisance des techniciens formés, c'est là où les structures en termes de charge de formation sont interpellées. Et enfin, les questions de gouvernance. Souvent, diapositive suivante. Bon, disons de façon globale, avec cette fois, nous avons identifié 2 principaux points qui sont importants dans la production, la distribution et la valorisation des matériaux bas carbone et matériaux locaux. Ce que nous appelons les éco-matériaux. Le premier, c'est le transport. Si vous analysez bien, vous allez vous rendre compte, si on prend le cas par exemple du clavier ou
de la poussole qui vient de Côte. À la carrière, un camion de 20 tonnes de poussole est acheté au meilleur des cas à 35 000. Dans ce moment, c'est seulement de 25 000. Et vous pouvez imaginer, à combien va un camion de poussole à la personne, c'est au moins 160 000. Pourquoi? Parce que sur toute la chaîne, nous avons beaucoup d'intermédiaires et surtout tout le monde est lié au transporteur. Et le transporteur, c'est lui qui fixe le prix. Le deuxième verrou, c'est la main-d'œuvre. De façon globale, la main-d'œuvre dans le secteur des éco-matériaux et de reconstruction tourne autour de 30%. Donc, nous nous sommes dit, si on agit sur ces deux leviers, à savoir la main-d'œuvre et le transport, le coût des infrastructures à partir des matériaux localement sous-couverts peut être réduit de 30 ou même de 40%. Ça a été scientifiquement prouvé. Alors, la machine est calée. Bien, en dernière question, je voudrais qu'on parle de notre expérience à l'Institut des Beaux-Arts dans le domaine de la valorisation des ressources locales pour les voies d'État. Cette contribution se passe suivant les canons universitaires, c'est-à-dire suivant les trois concepts de l'université, suivant les trois missions fondamentales de l'université, à savoir la formation, l'enseignement, la recherche et l'aide au développement. En ce qui concerne la formation, nous avons développé des formations de titulaires, ce qu'on appelle formation continue, dans le domaine du développement, parmi lesquels les matériaux qui peuvent être utilisés dans le domaine de la construction, comme les argiles, les latérite, les pierres naturelles, entre autres. Donc, de ces produits qui ont été développés, il y a des cas qui sont assez intéressants. Nous avons la technique de production et de distribution des matériaux par carbone, les éco-matériaux. Nous avons la technique de reconstruction et de la conduite des travaux en éco-matériaux. Nous avons la technique de production durable des tuiles et des briques cuites à base d'argile. Et nous avons la technique de production des pierres de taille. Donc voilà, en ce qui concerne la formation. Autre chose, nous avons fini de développer un master spécial en éco-construction qui sera présenté au conseil de l'université pour la prochaine session en novembre de validation, afin que ce programme puisse être aussi opérationnel au cours de l'année 2026. Donc, en ce qui concerne l'aide au développement, nous avons, avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement, formé au moins 250 jeunes dans les techniques de production de terres stabilisées et l'architecture des terres. Nous avons contribué à la construction de nombreux édifices, que ce soit publics ou privés, à partir des ressources qui sont localement disponibles. Ce qui peut être très, comme les édifices marquants, nous avons contribué à la reconstruction de la porte et des tranchées de la ville de Vannes. Nous avons contribué à la construction du lycée Guinéen de Ouanjoya à Rotterdam, qui est un bâtiment R+3 qui a été revêtu entièrement avec des briques de terre qui ont été fabriquées sur place avec l'argile trouvée sur place. Donc, de façon globale, ces ouvrages sont visibles et ça montre effectivement que nos matériaux sont très hauts quand on les utilise dans le domaine de la construction et que nous pouvons ne plus continuer à importer. Pourquoi? Parce que si on venait par exemple les carreaux sur lesquels nous marchons, c'est tout simplement de la terre et le feu. Nous avons la terre, nous avons le feu, et nous sommes en train de développer la technologie, nous sommes en train de trouver des choses pour pouvoir prendre en charge les projets pour permettre de produire nous-mêmes nos matériaux et ne plus pas dépendre de l'étranger. Donc, pour conclure, comme il n'y a pas de diagnostic, je vais me dire comme ça. Les matériaux locaux, les matériaux bas-carbone sont en train de faire leur place dans la société. Pourquoi? Parce qu'avec la crise des matières minérales, depuis une vingtaine d'années, on est en train de se référer aux matériaux
Ceci étant, nous avons démontré que ces ressources conviennent bien pour nos travaux et en même temps, elles s'inscrivent dans la démarche du développement durable. Pourquoi? Parce que les ressources localement renouvelables, généralement, intègrent les trois piliers du développement durable. Donc ces ressources peuvent être utilisées dans l'éco-habitat avec succès si nous avons des techniciens formés, si nous avons des équipements de transformation appropriés, si nous mettons en place une gouvernance du secteur et si le cadre juridique et institutionnel sont améliorés. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Merci pour votre intervention dans le cadre de ce thème de l'adaptation au changement climatique, le renforcement de la gouvernance urbaine, planification proactive pour prévenir les risques climatiques par les solutions durables. Je salue l'entrée dans la salle à l'instant une des personnes les plus intéressées par le thème, M. Louis de la ville professeur. Le fond que vous venez de montrer, l'intérêt pour les enjeux éco-touristiques de la construction avec des matériels locaux. Bien sûr que le jury ici, vous avez donné 12 minutes bien compris de passer la parole au deuxième intervenant, le professeur Julius Nathan Fort, universitaire de l'Université de Jean. C'est une autre histoire. La main qui vous donne. Yes, I'm good. Thank you. Studying specifically for the rector of the University of Chad. I'm very privileged to participate in this panel. And we only gratitude to the Ministry of Housing and Urban Development. I was assigned to talk on how to build alliance for sustainable towns in terms of sectorial collaboration and the service of resilience. Well, this presentation is organized in views with the context, challenges, perspective, and conclusion. Well, the issue of climate change is becoming a global phenomenon, and the United Nations have taken into consideration certain principles. The first, the United Nations has put in place the Intergovernmental Panel on Climate Change, which is a scientific component. And the first group of this panel is concerned with the evolution of climate, which of course the colleague of the National Observatory of Climate will better explain that. Then the second group emphasizes on the impact of climate change on the environment. And the third group analyzes the adaptation and resilient measures. As far as the study is concerned, it is very important because the current government, within its policy strategic plan, has integrated this aspect as seen from the various policies, starting with the putting in place ratification of the United Nations Framework Convention on Climate Change,